La pharmacodynamie est quelque chose que l'on voit assez tôt quand on étudie la pharmacologie en général, et c'est quand même quelque chose de vachement compliqué, surtout pour aborder pas moins que le mode d'action du médicament. Donc la pharmacodynamie, c'est ça, c'est l'étude du mode d'action du médicament. Bien sûr, il existe plusieurs sortes de modes d'action, l'action dite non spécifique. Il s'agira par exemple de remplacer quelque chose de manquant, une action substitutive, ou juste mécanique, comme le fait de prendre des laxatifs lubrifiants qui vont faciliter le passage du bol alimentaire dans le tube digestif. Nous, ce qui va nous intéresser et ce qui est le plus compliqué à voir, c'est l'action spécifique des médicaments. En fait, les médicaments dans ce cas vont agir sur des cibles spécifiques, c'est-à-dire des molécules qui habituellement règlent des paramètres de l'homéostasie. Les médicaments vont donc agir sur des molécules qui ont un rôle spécifique dans l'organisme. Par exemple, et c'est le premier exemple d'action spécifique du médicament, une action sur un système enzymatique précis. Alors les enzymes, elles sont partout dans le corps et elles ont un certain rôle. Par exemple, elles vont changer une molécule inactive en une autre active pour régler un paramètre de l'homéostasie. L'exemple le plus courant, c'est l'enzyme de conversion qui transforme l'angiotensine 1 non active en l'angiotensine 2 hypertensive, ce qui pour le corps est un levier supplémentaire pour réguler la tension là vers le haut. Le médicament peut donc par exemple détruire l'action de l'enzyme pour diminuer l'action du produit final synthétisé. Dans le cas de notre inhibiteur de l'enzyme de conversion, l'enzyme va être inhibée, l'angiotensine 2 ne va pas être synthétisée et on va diminuer l'hypertension grâce à ça. Nous avons ensuite un autre système d'action sur les systèmes de transport. Dans les membranes cellulaires, il y a des mécanismes de transport par des pompes ou des canaux ayant pour rôle de réguler la concentration de divers éléments en intérieur et à l'extérieur de la cellule. L'utilisation d'un médicament qui va arrêter l'action de cette protéine, de cette pompe ou de ce canal, va permettre d'exercer une action pharmacologique. Par exemple, lors de la contraction des vaisseaux sanguins, les canaux calciques s'ouvrent pour effectuer une vasoconstriction, ce qui permet au corps de réguler un petit peu sa tension. Donc quand la tension est trop élevée, l'action de certains médicaments sur ces canaux va permettre de limiter la vasoconstriction et du coup diminuer la tension qui est associée. C'est l'exemple des inhibiteurs calciques. Les médicaments peuvent aussi agir carrément à l'intérieur du noyau sur la synthèse protéique. Donc là, si on symbolise une cellule avec la synthèse de l'ADN en protéines, le médicament va alors agir dessus, coupant la chaîne de réaction qui aboutit à la synthèse de la protéine. C'est par exemple le mécanisme de certains anticancéreux. Et finalement, il y a aussi le mode d'action le plus important en pharmacologie, c'est l'action sur des récepteurs physiologiques. Cette action, elle est toute bête. On a des molécules qui sont synthétisées par le corps pour envoyer un message à un autre endroit dans le corps. Cette molécule arrive, se fixe sur un récepteur qui lui est associé pour effectuer une action pour réguler l'homéostasie. Les médicaments vont avoir pour cible ce récepteur, donc on va les choisir pour qu'ils ressemblent un petit peu à la molécule qui est associée à ce récepteur. Cette molécule, on appelle ça un ligand. C'est ce qui va se lier au récepteur. Donc notre molécule est aussi un ligand car elle va se lier, mais elle peut avoir deux actions différentes. La première est la plus simple, elle va effectuer exactement la même action que le ligand endogène, c'est-à-dire créé par le corps. Notre médicament va donc se fixer sur son récepteur et effectuer la même action. Étant donné qu'il y a beaucoup de récepteurs, si on ajoute une molécule qui fait exactement pareil que le ligand endogène, on aura une exacerbation de la même action du ligand endogène. Ce ligand médicament est appelé du coup un agoniste car il va faire la même chose, il va mimer l'action du ligand endogène. On dit qu'il est aussi mimétique ou stimulant. Sous-entendu, stimulant les récepteurs concernés. A contrario, il peut y avoir une autre molécule qui ressemble au ligand endogène, mais qui ne va pas avoir la même action. C'est un ligand aussi, car il va se lier à ce récepteur, mais au lieu de déclencher une action qui régule l'homéostasie, elle va juste se fixer, n'entraînant pas cette action. On aura une diminution de l'action du ligand endogène. Cette molécule est donc appelée un antagoniste. Et les antagonistes, comme les agonistes, ils ont d'autres noms. Parfois, on peut les appeler des bloquants ou des anti-quelque chose. Ce dernier mode d'action sur les récepteurs naturels du corps étant assez compliqué, on va prendre trois exemples différents. Un qu'on va bien développer et les deux autres qui sont les plus importants à titre d'exemple. Le premier, c'est le système opioïdergique. Le système opioïdergique, c'est un système qui est déclenché lorsqu'on a une douleur un petit peu trop importante en intensité ou en durée. Donc, lorsqu'on a cette douleur, le corps sécrète une molécule qui s'appelle une endorphine. Alors, il n'y a pas que ça, mais c'est un exemple. Une endorphine qui va se fixer sur son propre récepteur, entraînant finalement sur les centres de sensation de douleur une diminution des sensations. Grâce à ça, on sent moins la douleur.
Ces récepteurs sont assez nombreux, mais la quantité d'endorphine n'est pas si grande que ça. C'est pour ça qu'on continue à avoir mal quand on a mal, bien qu'on tolère un petit peu mieux la douleur avec le temps. Donc un moyen pour un médicament d'agir, ça va être d'agir sur ces récepteurs à l'endorphine. Et du coup, une molécule ressemble à l'endorphine, c'est la morphine. Et quand elle est administrée, elle va se fixer sur les mêmes récepteurs. Donc beaucoup de récepteurs, diminuant beaucoup la douleur. Et la morphine, c'est connu que c'est quelque chose qui diminue énormément la douleur. Pas que ça, c'est ça le problème, mais dans ce cas-là, c'est très efficace. Donc voilà l'exemple d'un médicament agoniste du système opioïdergique. D'autres systèmes existent, il y a le sérotoninergique, l'histaminergique, le dopaminergique, mais les deux plus importants, c'est le système sympathique et le système parasympathique. Concernant le système sympathique, il s'allume, entre guillemets, lorsqu'il y a danger. Lorsqu'il y a danger, une molécule va être sécrétée, elle s'appelle l'adrénaline. Cette adrénaline, elle va se fixer sur plein d'organes afin d'optimiser le corps pour faire face à la confrontation ou pour une fuite. Donc sur le cœur, il va y avoir une tachycardie, donc une augmentation de la fréquence cardiaque. Sur les poumons, il va y avoir une bronchodilatation pour ramener un maximum d'oxygène aux organes. Et sur les vaisseaux sanguins, ça va être un petit peu plus compliqué. En fonction des récepteurs sur lesquels ça va se fixer, ça va être soit une vasoconstriction ou une vasodilatation. Donc là, on fait une petite pause. Si jamais je mets un médicament dit agoniste, ce médicament va reproduire exactement les mêmes effets de l'adrénaline sur les récepteurs. Donc par exemple, si je prends un bêta-2 mimétique, c'est-à-dire un médicament qui va agir comme l'adrénaline sur les récepteurs bêta, du coup spécifiques de l'adrénaline, ce médicament va faire comme si de l'adrénaline avait été sécrétée. Donc par exemple, s'il se fixe sur les récepteurs du cœur, il va y avoir une tachycardie. S'il se fixe sur les récepteurs des poumons, il va y avoir une bronchodilatation. Et là, c'est là où on voit qu'il peut y avoir une application directe. Les bêta-mimétiques, c'est des médicaments pour l'asthme. L'asthme où il y a des difficultés à respirer. Si on prend un bêta-2 mimétique par voie locale, par voie pulmonaire, il va agir juste au niveau des poumons, entraînant du coup une bronchodilatation. Donc un mécanisme d'action tout à fait nécessaire pour soigner l'asthme. Mais si cette molécule passe dans la circulation générale, elle va aussi agiter les récepteurs du cœur, entraînant potentiellement une tachycardie. On a là du coup une augmentation de la fréquence cardiaque. On a là un exemple d'effet secondaire du médicament de l'asthme. Voilà une application directe. Autre application directe, ce sont les bêta-bloquants. Ces bêta-bloquants, c'est des médicaments qui vont bloquer les récepteurs à l'adrénaline sur certains récepteurs. Donc par exemple, sur le cœur et sur les vaisseaux. Donc le bêta-bloquant, c'est un exemple d'antagoniste. Et s'il bloque l'adrénaline sur les récepteurs du cœur, il ne va pas y avoir de tachycardie, mais au contraire une bradycardie, un ralentissement du rythme cardiaque, ce qui lui confère une indication d'hypertension. Ça va soigner l'hypertension. Cependant, le médicament ne va pas s'arrêter à l'action sur le cœur, mais va aussi agir sur les poumons, entraînant une potentielle bronchoconstriction. Et là, on a un effet secondaire potentiel qui est une aggravation de l'asthme. Voilà deux exemples de médicaments agissant sur le système sympathique, agissant par le biais du système sympathique, et avec lesquels on peut conclure plein de trucs. Deuxième système potentiel, c'est le système parasympathique, donc lui il s'active quand il y a une absence de danger. Le neuromédiateur sécrété, la molécule sécrétée, ça va être l'acétylcholine, et cette acétylcholine, elle va avoir des actions différentes sur le cœur, les poumons, et là on va rajouter l'œil comme exemple. Sur le cœur par exemple, ça va faire une bradycardie, sur les poumons, ça va faire une bronchoconstriction, et sur l'œil, ça va faire un myosis, c'est-à-dire une contraction de la pupille pour une adaptation à la vision rapprochée. Donc c'est un système qui optimise le corps pour une situation où il n'y a pas de danger, pour se concentrer, pour manger et compagnie. Donc certains médicaments, par exemple les anticholinergiques, donc anti-acétylcholine, donc antagonistes du système parasympathique, vont pouvoir se fixer sur ces mêmes récepteurs et vu qu'ils sont antagonistes, ils vont faire exactement l'opposé de l'action de l'acétylcholine. Donc par exemple, sur les poumons, l'antagoniste ne va pas faire une bronchoconstriction, mais au contraire une bronchodilatation, ce qui lui confère sa propriété d'anti-asthmatique aussi finalement. De même, un médicament dit anticholinergique disposé sur l'œil, par exemple en collyre, va faire qu'on ne va pas avoir un myosis mais une mydriase, c'est-à-dire une dilatation de la pupille, ce qui est intéressant pour un examen de fond d'œil. Donc voilà, j'espère que ça a été à peu près clair. Ces histoires d'antagonistes, agonistes, tout ça, c'est pas évident, en espérant que tout a été compréhensible.